Ils ont dit au gouvernement que j'étais morte. C'est ce que l'employé de la poste m'a annoncé, comme si elle me donnait la météo du jour. Au début, elle n'a même pas levé les yeux, continuant de balayer son écran du regard, se mordillant la lèvre, tapotant sur le clavier avec ses longs ongles roses. Je suis désolée, madame, mais notre système indique que la destinataire est décédée. Il m'a fallu un instant pour réagir. À 78 ans, je n'entends pas toujours tout du premier coup, mais ça, je l'ai entendu parfaitement. Décédée, ai-je répété en clignant des yeux derrière mes lunettes. Qu'est-ce que vous venez de dire? Cette fois, elle m'a regardé, une lueur de doute traversant son visage. C'est ce qui est écrit ici. Elle s'est penchée vers l'écran en plissant les yeux. Hélène Girard, date de naissance, 3 juillet 1947. Statut, décédée. Dossier mis à jour il y a 3 mois. Elle a de nouveau levé les yeux, plus incertaine maintenant. J'étais là, debout devant elle, respirant, serrant le petit avis de passage jaune qui disait qu'une lettre recommandée m'attendait. Probablement ma pension mensuelle. La seule chose régulière qui restait dans ma vie, à part ma tisane de 18 heures. Vous voyez bien que je ne le suis pas, n'est-ce pas? Elle a jeté un regard autour d'elle, comme si un superviseur pouvait intervenir, mais il n'y avait que nous deux et le bourdonnement d'un ventilateur de plafond fatigué. Oui, enfin, évidemment que vous êtes vivante. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Elle n'avait pas besoin de savoir. J'avais déjà quelques idées. L'employé m'a quand même donné l'enveloppe. Peut-être par pitié. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas se disputer avec une vieille femme en chaussures orthopédiques. Mais elle a ajouté, vous devriez vraiment aller à la caisse de retraite pour régler ça. S'ils pensent que vous êtes morte, ils vont arrêter de vous envoyer vos pensions. Trop tard, ai-je pensé. Les timbres étaient anciens. L'enveloppe avait été réacheminée, retournée, puis transférée à nouveau. Elle portait mon nom, mais l'adresse de l'expéditeur m'était inconnue. Je suis sortie dans la chaleur de la journée, serrant cette enveloppe comme une bouée de sauvetage. De l'autre côté de la rue, un bus scolaire a freiné dans un crissement. Des enfants en sont sortis en riant aux éclats. Je suis restée là, invisible. Quelqu'un m'avait déclarée morte. Pas métaphoriquement. Pas comme on dit, on n'a plus de nouvelles d'elle, ou elle pourrait aussi bien être partie. Non. Officiellement, légalement, sur le papier, morte. Et s'ils avaient fait ça, qu'avaient-ils fait d'autre? J'ai marché le kilomètre qui me séparait de mon petit pavillon de location sur la rue des Tilleuls, la même rue où je vivais depuis 1986. Mes genoux me faisaient mal, mais je n'ai pas pressé le pas. Laissez la vérité s'installer lentement. Laissez la douleur monter. Le vent avait de nouveau renversé ma poubelle de recyclage. Personne ne l'avait ramassée depuis 2 semaines. Le propriétaire avait dit qu'il réparerait la marche du perron, mais bien sûr, il ne l'avait pas fait. Un jour, j'allais trébucher et leur donner une vraie raison de me déclarer morte. À l'intérieur, tout était comme je l'avais laissé. Calme, propre, vieux. Les photos sur l'étagère me regardaient en silence. Mon défunt mari, Arthur, dans son uniforme. Ma fille, Marion, avec ses couettes. Mon petit-fils, Théo, à 6 ans, souriant dans une cape d'Halloween. Il a 18 ans maintenant. Il n'est pas venu me voir depuis plus d'1 an. Je me suis affalée dans mon fauteuil et j'ai déchiré l'enveloppe. Ce n'était pas un virement. C'était une lettre type de la caisse d'assurance retraite, adressée non pas à moi, mais à la succession d'Hélène Girard. Nous avons le regret de vous informer que le versement des prestations a été interrompu à compter du 1er mars suite à la notification de décès. Si vous souhaitez contester cette décision, veuillez soumettre le formulaire CERFA 11571 accompagné d'une preuve certifiée de l'erreur de notification de décès. Quelqu'un avait rempli ce formulaire. Quelqu'un avait fourni un acte de décès. Ça n'arrive pas par accident. J'ai ouvert le tiroir où je gardais mes papiers, le dossier avec mon acte de naissance, mes derniers relevés de pension, l'assurance vie qu'Arthur m'avait laissée. Tout était intact, tout était en ordre. Et pourtant, quelque part, quelqu'un avait réécrit la fin de mon histoire. Mon téléphone a vibré sur la table. Encore un de ces appels publicitaires, probablement. Personne d'important ne m'appelait plus jamais. Je l'ai quand même pris. C'était Théo. Mamie, a-t-il dit. Sa voix était plus grave que dans mon souvenir. Ça va. J'ai dégluti. Je viens de découvrir que je suis morte, ai-je dit. Silence. Quoi? Ils ont dit au gouvernement que j'étais morte pour pouvoir garder mes pensions.
J'ai fait une pause. Je pense que ta mère a quelque chose à voir là-dedans. Il n'a pas répondu. Puis, finalement, je ne sais rien de tout ça. Je te le jure. Je l'ai cru. Vraiment. Mais je ne croyais pas Marion. Pas une seule seconde. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse en dire plus. Puis j'ai attrapé mon vieux carnet d'adresses. S'ils voulaient que je disparaisse, que je sois officiellement effacée, ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. Parce que j'étais toujours là. Et j'étais en colère. La maison était trop silencieuse. C'était toujours le cas ces derniers temps, mais aujourd'hui, c'était différent. Pas paisible, mais vide. Comme si on m'avait pris quelque chose. Quelque chose de définitif. J'ai mis la bouilloire en marche, plus par habitude qu'autre chose. Une tisane ne répare rien, mais elle aide à s'asseoir avec ses pensées. Et les miennes s'accumulaient comme du courrier que je n'avais pas demandé. La lettre type était ouverte sur la table, à côté de l'enveloppe avec la mauvaise adresse de retour. La succession d'Hélène Girard. Il n'avait même pas eu la décence de vérifier. Il m'avait simplement traité comme une adhésion expirée. J'ai fixé les rideaux qui flottaient dans la brise. C'étaient les préférés d'Arthur. Décolorés par le soleil maintenant, mais ils tenaient bon. Il les avait accrochés l'année où nous avions emménagé, quand Marion avait 12 ans. Elle s'asseyait dessous pour lire ses livres sur les chevaux, les jambes ballantes, toujours pieds nus. Avant, je pensais que nous étions proches. Elle a 48 ans maintenant. Elle vit à 2 villes d'ici, dans une maison moderne et beige, avec un syndic de copropriété et 3 salles de bain. Quand Arthur est mort, elle a pleuré à l'enterrement. Elle m'a tenu la main. Puis, lentement, elle a cessé de venir. Au début, c'était l'école de Théo, puis son travail, puis plus rien. Ça ne s'est pas produit d'un coup. C'est ça le pire. L'éloignement ne s'annonce pas comme une rupture. Il s'infiltre. Un anniversaire manqué. Une carte de Noël qui n'arrive jamais. Une voix qui ressemble de plus en plus à celle d'une étrangère. Pourtant, j'envoyais des cartes. Je préparais les carrés au citron préféré de Théo à chaque Pâques. J'ai même inclus Marion dans mon testament. Le testament d'une femme morte, maintenant. J'ai ouvert le tiroir de la cuisine, celui avec les élastiques et les clés mystérieuses, et j'ai trouvé le petit carnet noir que j'utilisais pour suivre mes dépenses. J'ai tourné les pages, dépassant les listes de courses et les notes pour moi-même. Jusqu'à ce que je trouve la section dont j'avais besoin. Aide à Marion. 800 € pour l'appareil dentaire de Théo. 4500 € pour leur voiture quand Marion a dit que la leur avait lâché. 200 € pour les fournitures scolaires, même si je soupçonnais que ça voulait dire un nouvel iPad. Je n'ai jamais dit non. Pas une seule fois. Ni quand Arthur était en vie, ni après. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions assez. Et je pensais qu'ils avaient besoin de moi. Je pensais qu'ils m'aimaient. Je me trompais. Ma tisane avait refroidi, intacte. Je l'ai vidée et j'ai ouvert la porte de derrière. Le jardin avait l'air fatigué. Les mauvaises herbes gagnaient à nouveau du terrain. C'est là que je l'ai vu. Franck, mon voisin de 2 maisons plus loin, penché sur ses rosiers. Il m'a fait un signe de la main. Bonjour, Hélène, a-t-il lancé. Bonsoir, plutôt, ai-je corrigé doucement. Il a ri. Le temps est une notion glissante ces jours-ci. Vous faites toujours des petits boulots ? Ai-je demandé en sortant sur le perron. Du jardinage ? Peut-être quelque chose avec un marteau ? Il s'est redressé, s'est essuyé les mains sur son jean. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne suis pas morte, ai-je dit. Franck a cligné des yeux. Quoi ? J'ai besoin que quelqu'un m'accompagne demain à la caisse de retraite, comme témoin. Juste au cas où il ne croirait pas que j'existe. Mon Dieu, Hélène, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai raconté. Pas tout. Pas Marion, pas l'argent, mais assez. Que quelqu'un avait rempli de faux papiers, qu'on m'avait coupé mes pensions, que je devais prouver que je respirais encore. Le visage de Franck s'est assombri. C'est une escroquerie, a-t-il dit. C'est grave. Allez dire ça au système, ai-je marmonné. Ils n'ont même pas demandé de preuves. Il a hoché la tête. Je vous conduirai. Merci. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'entendais sans cesse ces mots. Statue, décédé. Comme si je n'étais qu'une ligne dans un tableau. Supprimé. Je me suis assise vers 3 heures du matin,
j'ai enfilé ma robe de chambre et je me suis dirigée vers le petit secrétaire près de la fenêtre du salon. Il sentait encore légèrement le cèdre et la naphtaline. J'ai ouvert une nouvelle page dans le carnet. En haut, j'ai écrit « Ce dont je suis certaine, 1. Je suis vivante. 2. Quelqu'un ment. 3. Je ne me laisserai pas effacer. » Le vent s'est levé dehors. Une branche a tapoté contre la vitre, comme un doigt. Il pensait m'avoir réduite au silence. Que personne ne remarquerait. Que je resterais tranquillement assise dans ma petite maison jusqu'à ce que la paperasse devienne la vérité. Mais j'ai élevé un enfant, un jour. J'ai enterré un mari. J'ai construit une vie à partir de rien. Et je n'allais laisser personne, pas même ma propre fille, m'enterrer avant l'heure. Les bureaux de la CARSA se trouvaient dans un bâtiment gris et trapu derrière le supermarché, le genre d'endroit qui avait l'air fatigué même à 9 heures du matin. Des néons bourdonnaient au plafond. Une rangée de chaises en plastique longeait le mur, occupée par des gens qui semblaient attendre quelque chose de plus que de la simple paperasse. Peut-être de la dignité, peut-être de la clarté, peut-être de l'espoir. Franck était assis à côté de moi, lisant un vieux magazine de pêche. Il n'avait pas posé de questions sur le trajet. Il avait simplement hoché la tête quand je lui avais dit ce dont j'avais besoin. Une présence silencieuse, quelqu'un avec un nom et une carte d'identité qui pourrait dire « Oui, je connais cette femme. Ce n'est pas un fantôme. » Quand mon numéro a été appelé, B74, je me suis levée prudemment, les genoux raides, et je me suis dirigée vers le guichet. L'employé était jeune, peut-être 25 ans, avec un eyeliner épais et un badge indiquant « Chantal ». « Bonjour », a-t-elle dit, sans encore lever les yeux. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?»« Je dois corriger une erreur dans mon dossier, » ai-je dit. « Quelqu'un a déposé un acte de décès à mon nom, mais comme je suis ici devant vous, cela me semble prématuré. » Ses doigts se sont immobilisés sur le clavier. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé son écran. « Non. » Hélène Girard, 3 juillet 1947. Clic, frappe. Un léger pli est apparu entre ses sourcils. A-t-elle fait? D'accord. Oui, il est indiqué que vous avez été déclaré décédé le 18 février. Acte de décès au dossier. Qui l'a soumis? Chantal a plissé les yeux. Nous n'avons généralement pas cette information. Laissez-moi. Attendez. Elle a tapoté et fait défiler l'écran, puis a tourné légèrement le moniteur loin de moi. Discret, mais j'ai remarqué. Je vais devoir appeler un superviseur, a-t-elle dit. Un instant. Pendant qu'elle disparaissait dans une arrière-salle, j'ai regardé autour de moi. La salle d'attente sentait légèrement l'air vicié et le désinfectant pour les mains. Un bambin pleurait 2 chaises plus loin. Franck a levé les yeux, sentant quelque chose sur mon visage. Ça va? Non, ai-je dit. Mais ça ira. La superviseure était une femme plus âgée avec une coupe au carré argenté et une façon de parler sèche. Madame Girard, a-t-elle commencé, nous avons examiné votre cas. Il semble qu'un membre de votre famille ait soumis des documents à l'état civil, qui ont été croisés ici, et vos pensions ont été suspendues conformément à ce rapport. Donc, ai-je dit lentement, vous avez simplement cru quelqu'un sur parole. Il y avait un acte de décès signé. Puis-je le voir? Elle a hésité. Ce n'est pas la procédure standard de partager des documents internes. Je ne suis pas une procédure standard, ai-je dit plus fort que je ne le voulais. C'est moi qu'on a déclarée morte. Franck s'est agité sur sa chaise. Je peux me porter garant pour elle, a-t-il ajouté. Je la connais depuis 20 ans. Elle est bien vivante. La superviseure lui a adressé un signe de tête sec, puis m'a de nouveau regardé. Vous devrez remplir le formulaire 862A, fournir une preuve de vie, pièce d'identité, facture d'électricité, ce genre de choses, et nous pourrons alors lancer un examen. Cela peut prendre plusieurs semaines. Et en attendant, quoi? Pas de pension? Elle a croisé les mains. Jusqu'à ce que le statut soit corrigé, le compte reste suspendu. Et les pensions qui ont été versées, qui les a encaissées? Elle a hésité. Cela pourrait nécessiter une enquête distincte. J'ai su alors qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Peut-être pas toute l'histoire, mais assez pour être prudente, assez pour savoir que quelqu'un avait franchi une ligne. Je veux une copie de l'acte de décès, ai-je dit. Elle a soupiré. Vous devrez en faire la demande à l'état civil. J'ai souri. Le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Alors c'est ce que je ferai.
Franck et moi sommes partis en silence. Le ciel s'était couvert, lourd de l'odeur de la pluie à venir. Ils vous font tourner en bourrique, a-t-il dit finalement, en déverrouillant la voiture. Oui, ai-je convenu. Mais j'ai l'habitude. Il m'a jeté un regard alors que j'attachais ma ceinture. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai regardé par la fenêtre alors que nous nous engagions dans la rue. Je vais découvrir qui a signé mon acte de décès, ai-je dit. Et ensuite, je vais leur rappeler ce que signifie être en vie. À la maison, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai appelé le service de l'état civil de la mairie. La musique d'attente était joyeuse d'une manière qui semblait insultante. Quand quelqu'un a enfin répondu, j'ai été poli mais ferme. J'ai donné mon nom, ma date de naissance, mon ancien numéro de sécurité sociale. Puis j'ai dit, je voudrais une copie certifiée de l'acte de décès délivré à mon nom. L'employé a fait une pause. Madame, êtes-vous un proche parent? Non, ai-je dit. Je suis la défunte. Il est arrivé 3 jours plus tard dans une simple enveloppe Kraft. L'acte de décès. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes, en faisant attention de ne pas déchirer les bords. Le voilà. Hélène Evelyne Girard, sexe féminin, née le 3 juillet 1947, décédée le 18 février 2025. Cause du décès, complication d'une pneumonie. J'ai fixé les mots comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas eu un rhume depuis 2 ans. Mon dernier bilan de santé était bon, tension artérielle stable, cholestérol correct. Si j'étais morte d'une pneumonie, je l'aurais sûrement remarqué. L'acte était signé. Dactylographié, mais avec une signature en bas. Déclarant « Marion L. Dubois. Ma fille ». Mon propre sang avait signé un document légal disant que j'étais morte, s'était tenu dans un bureau quelconque, avait menti effrontément et l'avait soumis. J'ai regardé l'écriture soignée sous son nom. La même écriture qu'elle utilisait sur ses cahiers de collège, tout en boucle et en fioriture. Il n'y avait aucune erreur possible. J'ai aplati le papier contre la table et je suis restée assise, très immobile. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Au lieu de ça, je me suis levée, je suis allée au placard du couloir et j'ai sorti la vieille boîte inifugée où Arthur gardait nos documents légaux. À l'intérieur se trouvaient les dossiers d'assurance, notre livret de famille original, l'acte de concession pour la petite parcelle au cimetière du Bois-Joli que nous avions acheté au cas où, et le testament que nous avions mis à jour il y a 20 ans, à l'époque où Marion appelait encore tous les dimanches. Son nom était dans ce testament. Celui de Théo aussi. Mais mon nom, celui qu'elle avait enterré, était sur tout le reste. J'ai sorti l'enveloppe intitulée Procuration Marion. Je l'avais signée après mon opération de la hanche il y a 3 ans, juste au cas où quelque chose arriverait pendant ma convalescence. C'est temporaire, avait-elle dit alors. Juste le temps que tu sois de nouveau sur pied. Je ne l'ai jamais révoqué. Stupide, paresseuse, confiante. Choisissez votre mot. Et maintenant, elle l'avait utilisé pour me rayer de la carte. Franck est passé avec des courses vers midi. Il a frappé comme toujours, 2 coups courts, un long, et est entré sans attendre. Je vous ai apporté des œufs et ce pain de seigle que vous aimez, a-t-il dit. Puis, voyant mon visage, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tendu l'acte. Il l'a lu 2 fois, la mâchoire serrée. C'est elle qui a déposé ça. J'ai hoché la tête. Mon Dieu, Hélène. Je pense que c'est une escroquerie, ai-je dit doucement. Une escroquerie délibérée. Elle a utilisé ma procuration pour déposer un acte de décès, détourner mes pensions, et Dieu sait quoi d'autre. Franck s'est assis lourdement à la table. Il vous faut un avocat. Il me faut un avocat, un banquier et un fichu prêtre. Il a eu un petit rire, mais il s'est vite estompé. Vous allez la confronter? Pas encore, ai-je dit. D'abord, je veux voir jusqu'où elle est allée. Ce qu'elle a pris, ce qu'elle a touché. Cet après-midi-là, j'ai appelé ma banque. La voix au bout du fil était enjouée. Merci d'avoir appelé le Crédit Mutuel de la Vallée. Karine à votre écoute. Comment puis-je vous aider? Bonjour, Karine. Je dois vérifier l'activité sur mon compte. Certainement, Madame Girard. Puis-je avoir votre numéro de client? Je le lui ai donné. Silence. Il semble que votre compte soit répertorié comme clôturé. Clôturé. Oui, madame. Il a été clôturé le 27 février. Les fonds ont été transférés sur un compte joint au nom de Marion Dubois et Théo Dubois.
La pièce a tournoyé pendant une seconde. Je me suis agrippée au bord de la table. Est-ce que cela a été fait en utilisant une procuration? Oui, madame. Nous avons le document au dossier. Et personne ne m'a appelé? Personne n'a vérifié? Je suis vraiment désolée, madame, mais comme vous avez été signalée décédée, nous avons suivi le protocole. J'ai raccroché sans un mot de plus. Tout. Les économies qu'Arthur et moi avions accumulées pendant 40 ans, le petit héritage de ma sœur en Savoie, le capital de l'assurance vie après la mort d'Arthur, tout avait été siphonne. Disparu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je suis restée allongée dans mon lit, à regarder le ventilateur de plafond tourner lentement, jusqu'à ce que le matin arrive et que je ne sois même pas sûre d'avoir cligné des yeux. Au lever du soleil, j'avais pris une décision. Ils pensaient que j'étais trop vieille pour remarquer, trop douce pour me battre, trop morte pour m'en soucier. Ils avaient tort. Le lendemain matin, je me suis habillée comme si j'allais à la messe. Non pas que je devais le faire, juste parce que je voulais me sentir moi-même. Pas quelqu'un d'oublié, pas quelqu'un d'effacé. Moi-même, un chemisier bleu marine, les boucles d'oreilles en perles qu'Arthur m'avait offertes pour notre 35e anniversaire, et mes petits talons noirs. Je ne les avais pas portés depuis des années, mais ils m'allaient toujours. Certaines choses gardent leur forme, même après avoir été ignorées. J'ai préparé un dossier, l'acte de décès falsifié, la lettre de la banque, les relevés de pension périmés. J'ai aussi ajouté ma vieille procuration. Celle avec le nom de Marion dans la case du témoin et ma signature fatiguée en bas. Puis j'ai appelé un taxi. Franck avait de nouveau proposé de me conduire, mais je devais faire cette partie seule. Le cabinet de l'avocat se trouvait dans un immeuble en pierre de taille près du palais de justice. Petite plaque en laiton, marche en bois, le genre d'endroit qui sentait encore les bloc-notes juridiques et l'encre. « Madame Girard ?» a demandé la réceptionniste en regardant par-dessus ses lunettes. « Vous venez voir Maître Durand. »« Oui, il m'attend. »« Par ici, s'il vous plaît. » J'avais trouvé son nom dans le vieux carnet d'adresse d'Arthur. Joseph Durand. Il s'était occupé de la planification de notre succession il y a longtemps, quand Marion vivait encore à la maison et pensait qu'un gratin de macaroni était un plat de fête. À l'époque, il était nouveau en ville. Maintenant, il avait les cheveux blancs et ce genre de visage calme qui ne bronche pas face aux mauvaises nouvelles. Il s'est levé quand je suis entrée. « Hélène, mon Dieu, ça fait des années. »« Trop d'années, ai-je dit. Merci de me recevoir si rapidement. »« Toujours, » a-t-il dit en me désignant le fauteuil en face de son bureau. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Je lui ai tendu le dossier. Il a lu lentement, méthodiquement, hochant la tête de temps en temps. Quand il est arrivé à l'acte de décès, il s'est arrêté. « C'est elle qui a déposé ça ?» a-t-il demandé. « Oui. » Et les relevés bancaires, les transferts, tout ça en utilisant la procuration. J'ai hoché la tête. Il s'est penché en arrière, a enlevé ses lunettes et s'est pincé l'arête du nez. « Eh bien, » a-t-il dit doucement, « ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est un délit pénal. » C'est ce que je pensais. Que voulez-vous faire, Hélène? C'était la première fois que quelqu'un me posait cette question depuis la mort d'Arthur. Ce que je voulais. J'ai répondu sans hésitation. Je veux révoquer la procuration. Je veux rouvrir mes comptes à mon seul nom. Et je veux porter plainte s'il y a matière à le faire. Il y a matière, a-t-il dit. Absolument. Il a commencé à esquisser les étapes. Des lettres aux institutions financières, une déclaration sous serment notarié, une requête auprès du juge des tutelles pour annuler la déclaration de décès. Cela prendrait du temps, m'a-t-il prévenu. La bureaucratie en prend toujours. Mais il m'a regardé différemment des autres. Pas comme si j'étais fragile, mais comme si j'étais redoutable. Il nous faudra une déposition, a-t-il dit, sur votre relation avec votre fille. Quand est-ce que ça a changé? Pourquoi aurait-elle pu faire ça? Elle en a eu marre d'attendre, ai-je dit doucement. Marre d'attendre que je parte. Il n'a pas écrit cela, mais je l'ai vu marquer une pause. Nous avons passé 1 heure à examiner des formulaires. Il a demandé à un assistant juridique de commencer à rédiger les documents de révocation. Il m'a donné une liste d'organismes à contacter, la CARSA, la préfecture, l'assurance maladie, tous les endroits qui m'avaient inscrite comme morte. Cela prendrait du temps, a-t-il répété, mais c'était faisable. Quand je suis partie, je me sentais plus stable. Vivante. Je me suis arrêtée au café près du tribunal après,
je me suis assise à la fenêtre et j'ai commandé un café et des tartines. La serveuse ne me connaissait pas, s'en fichait, ne posait pas de questions. C'était agréable. À mi-chemin de mes tartines, j'ai sorti un stylo et une serviette en papier. J'ai écrit juste 2 lignes. Tu m'as enterré avec une signature. Maintenant, regarde-moi me déterrer. Je l'ai plié et l'ai glissé dans ma poche. Ce n'était pas une lettre, pas encore. Mais un jour, ça le serait. Le bureau de la sécurité sociale sentait le plastique et la déception. Un homme devant moi se disputait au sujet d'une carte d'identité perdue. Une femme derrière moi n'arrêtait pas de soupirer comme si ça allait accélérer la file. J'étais assise avec mon dossier sur les genoux, le dos droit, les yeux fixés devant moi. Franck avait de nouveau proposé de m'accompagner, mais je lui avais dit non. Certains combats se mènent seuls. Quand ils ont appelé mon numéro, j'ai 142, je me suis levée, j'ai lissé le devant de mon chemisier et je me suis dirigée vers le guichet. L'employée était une femme d'âge mûr avec des cernes sous les yeux et une plaque nominative qui disait Yvette. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait tout vu et n'avait rien aimé de tout ça. Non ? A-t-elle demandé, sans méchanceté. Hélène Girard. Elle a tapé, plissé les yeux, puis s'est arrêtée. Vous avez été déclarée décédée. C'est ce qu'on m'a dit, ai-je répondu. Mais comme vous pouvez le constater, c'était un peu prématuré. Yvette a levé les yeux. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose a bougé derrière son regard. Une lueur de sympathie, peut-être, ou de reconnaissance, comme si elle avait entendu pire, mais de peu. Vous avez une pièce d'identité ? Je lui ai tendu mon permis, une facture d'électricité, une déclaration sous serment de maître Durand attestant que j'étais légalement et physiquement vivante, et une photo récente pour faire bonne mesure. Elle les a examinés un par un, puis s'est tournée vers son écran. Vous comprenez que cela peut prendre du temps. Oui. Et vous pourriez ne pas recevoir de rappel pour les mois où vous étiez marqué comme décédé. Pas sans un recours. Je fais recours pour tout, ai-je dit. Elle a hoché lentement la tête. Je vais faire remonter ce dossier. Vous recevrez une lettre dans 10 à 14 jours ouvrables confirmant que le cas est en cours d'examen. Et mon statut. Elle a cliqué encore quelques fois. Je mets le système à jour maintenant, mais d'autres agences tirent leurs informations de cette base de données. Ça pourrait prendre un certain temps pour que ça se propage. Je peux attendre, ai-je dit. J'ai attendu jusqu'à maintenant. Quand j'ai quitté le bâtiment, il avait commencé à pleuvoir. Les rues étaient lisses et silencieuses. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, je me suis assise sur le banc humide et j'ai fixé le vide pendant un long moment. La pluie donnait à tout une odeur de métal et de vieille terre. À la maison, il y avait un message sur mon répondeur. Une voix que je n'avais pas entendue depuis des mois. « Salut, maman. C'est Marion. » Elle n'avait pas sa voix habituelle. Elle semblait prudente, plate. Je crois qu'on devrait parler. Je ne suis pas sûre de ce qui se passe, mais j'ai eu des nouvelles de la banque. Il y a eu des changements. Appelle-moi, d'accord ? Elle n'a pas dit, tu me manques. Elle n'a pas dit, je suis désolée. Juste, il y a eu des changements. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de ça, je me suis versé une tasse de tisane et j'ai fait le tour de la maison en allumant toutes les lumières. Puis je me suis assise à la table de la cuisine avec l'enveloppe de relevé bancaire que j'avais demandé la semaine dernière. C'était là, mon argent. Ou ce qui était mon argent. Des mensualités de prêt immobilier pour sa maison. Un paiement de frais de scolarité libellé, Théo Dubois. Des frais de spa, des notes de restaurant, une location pour un week-end sur la côte. Plus de 48 000 € déplacés de mes comptes en 3 mois. Le tout sous le couvert du deuil. Il n'avait pas seulement fait semblant que j'étais partie. Il l'avait célébré. J'ai fixé la ligne correspondant à un magasin de literie de luxe. 1379 € pour des draps. Je n'avais jamais dépensé autant pour un matelas de toute ma vie. Quand Théo était petit, il avait pleuré une fois parce qu'il pensait que je m'étais perdue au supermarché. Je l'avais trouvé en sanglots près des conserves, ses petits poings serrés, appelant mon nom. Je me demande maintenant ce qu'il ferait si je disparaissais vraiment. Si les mensonges avaient fonctionné, aurait-il pleuré ? Ou serait-il simplement allé faire du shopping ? J'ai replié les relevés dans l'enveloppe et les posés à côté de ma tisane. Ce n'était pas fini. Il ne m'avait pas seulement volé. Il m'avait réécrite. Et maintenant, je me réécrivais à mon tour. Le plus dur n'était pas de prouver que j'étais vivante.
C'était de prouver que j'avais compté autrefois. Les banques et les administrations ont des règles, des systèmes, des formulaires. Mais les gens oublient. Ils passent à autre chose. Ils construisent de nouvelles histoires où vous n'apparaissez plus. Et dans la nouvelle vie de Marion, j'étais déjà partie. Je l'ai appris le lendemain matin en appelant la compagnie d'électricité. Oui, Madame Girard, a dit l'homme après avoir vérifié mes informations. Votre service a été transféré il y a 3 mois. Nouveau titulaire du compte, Marion Dubois. Je n'ai jamais demandé ça, ai-je dit. Je vis ici. Je vis ici depuis 39 ans. Je comprends. Mais nous avons reçu une lettre notariée et un acte de décès. C'est la procédure standard. Standard. Comme si mon effacement avait été traité comme un simple changement d'adresse. J'ai raccroché et j'ai fait une liste de tous les services de la maison. Électricité, eau, gaz, collecte des ordures, ligne téléphonique. Tous étaient maintenant au nom de Marion, discrètement transférés sous la même justification. Décédée. Elle ne m'avait pas seulement enterrée. Elle avait commencé à prendre ma maison. Mon propriétaire, Monsieur Paulet, vivait dans un duplex de l'autre côté de la ville. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. J'envoyais des chèques. Il les encaissait et c'était tout. Mais maintenant, j'avais besoin de réponses. Il a été surpris de me voir. Madame Girard, s'est-il exclamé. Eh bien, ça alors. J'avais entendu. Qu'est-ce que vous aviez entendu exactement? Ai-je demandé en montant sur son perron. Que vous étiez décédé, a-t-il dit lentement. Votre fille a dit qu'elle s'occuperait de tout maintenant. Elle m'a donné ses coordonnées. Les paiements ont été faits à temps, alors je n'ai pas. Elle a falsifié un acte de décès, ai-je dit calmement. Je suis bien vivante. Monsieur Paulet est devenu pâle. Oh mon Dieu! Elle a payé avec mon argent, de mes comptes clôturés. Il a passé une main dans ses cheveux clairsemés. Je suis tellement désolé, Madame Girard. Je n'en avais aucune idée. J'ai besoin d'une copie du bail, de tout ce qu'elle a signé, de tout ce qu'elle a changé. Bien sûr, a-t-il dit en entrant. Entrez, s'il vous plaît. Les documents montraient que Marion avait soumis une demande pour transférer le bail à son nom, citant comme raison le décès du locataire initial. Il y avait une lettre dactylographiée, polie, efficace, distante. Je l'ai lue une fois, puis une autre. Il y avait une phrase qui m'a étranglée. Nous viderons la maison d'ici l'été. Vider. Comme si c'était un garde-meuble, un vieux grenier ou une tombe. J'ai remercié Monsieur Paulet et lui ai dit de ne plus lui parler avant que mon avocat ne le contacte. Il a hoché la tête rapidement, visiblement secoué. Il a proposé de me ramener. J'ai refusé. J'avais besoin de marcher. En chemin, je suis passé devant une fleuriste. Pas le magasin habituel de Marion. Celui-ci était tenu par une femme nommée Lucie, qui avait embauché Théo pour un job d'été quand il avait 15 ans. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Madame Girard, a-t-elle dit en sortant de derrière le comptoir. Je pensais que... On me le dit beaucoup, ai-je coupé. Apparemment, j'ai été très occupée à hanter les gens. Elle m'a regardé un long moment. Puis elle s'est avancée et m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques secondes, mais c'était le premier vrai contact que j'avais eu depuis des semaines. Vous voulez une tisane? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes assises dans la petite arrière-boutique, entourée de seaux de roses et d'œillets, et je lui ai tout raconté. Pas les aspects juridiques, pas les formulaires bancaires ou les dépôts au tribunal. Juste la simple vérité. Ma fille avait prétendu que j'étais morte, avait tout pris, m'avait laissée seule dans la coquille de ma vie. Je suis tellement désolée, a dit Lucie. Je me souviens quand Marion amenait Théo ici. Elle a toujours semblé ambitieuse, soignée, mais froide. Elle n'a pas toujours été comme ça, ai-je dit doucement. Elle me tressait les cheveux quand j'étais malade. Elle pleurait quand je pleurais. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai fixé ma tisane. Elle s'est habituée à ce que je me fasse petite. Lucie n'a pas répondu. Elle a juste tendu la main et m'a serré la mienne. Cette nuit-là, je me suis tenue dans mon salon et j'ai regardé tout ce que Marion avait prévu de vider. Le fauteuil avec le coussin usé où Arthur avait l'habitude de faire la sieste. La bibliothèque avec ses romans policiers préférés. Le point de croix encadré du dernier Noël de ma sœur. Ce n'étaient pas des objets. C'étaient des preuves. La preuve que j'avais vécu.
Et je n'allais laisser personne balayer ça. Le bureau de maître Durand sentait le polish au citron et la détermination. Il a levé les yeux de son bureau quand je suis entrée, mettant déjà de côté un dossier. « J'allais justement vous appeler », a-t-il dit. « Il y a du progrès. » Il m'a fait signe de m'asseoir, ce que j'ai fait, en posant soigneusement mon propre dossier, de plus en plus épais, à côté de moi. « J'ai soumis la révocation de la procuration », a-t-il dit. Nous avons également déposé une requête auprès du juge des tutelles pour annuler la présomption légale de décès. Normalement, cela prend des mois, mais étant donné les preuves, ils ont accepté d'accélérer la procédure. Il a tapoté le dossier. Votre identité, Hélène, sera légalement rétablie dans les 10 jours ouvrables. J'aurais dû ressentir ça comme une victoire. Au lieu de ça, je me sentais fatiguée. D'accord, ai-je dit. Et après? Eh bien, nous informons la banque, le propriétaire, la caisse de retraite. Ils seront tous obligés de mettre à jour leur dossier. Et nous pouvons commencer à engager des poursuites. Il a hésité. Avez-vous décidé jusqu'où vous voulez aller? Je l'ai regardé. Son visage était gentil, patient, mais derrière se cachait la même question que tout le monde avait esquivée. Voulez-vous vraiment faire ça à votre propre fille? Je veux que ce soit enregistré, ai-je dit. Je veux qu'il sache que ce n'était pas juste une erreur. Je veux que la loi le reconnaisse pour ce que c'est. Une escroquerie, un abus de faiblesse, un vol. Il a hoché la tête. Alors nous procéderons. Je veux aussi changer mon testament. Ses sourcils se sont haussés. Compris. J'ai sorti une nouvelle feuille de papier. Mes biens, ce qu'il en reste, n'iront à personne qui m'a déclarée morte. Marion est exclue. Théo aussi. Il a cligné des yeux. Théo aussi. J'ai marqué une pause. Puis j'ai secoué la tête. Non. Non, pas encore. Il est encore jeune dans cette histoire. Je ne sais pas s'il savait, mais si j'apprends que c'était le cas, il est exclu aussi. Je rédigerai une clause conditionnelle. J'ai hoché la tête. Il y avait quelque chose de définitif dans ces mots, comme si je venais de franchir une porte sans retour possible. Et peut-être que c'était le cas. Après avoir quitté le cabinet de Maître Durand, je suis allée à la bibliothèque. Je n'y étais pas allée depuis longtemps, mais ma carte fonctionnait toujours. La femme derrière le comptoir, Marcel, qui animait le club de tricot du mardi, m'a reconnue. Madame Girard. Mon Dieu, nous avions entendu. Je sais ce que vous avez entendu. Elle s'est penchée en avant. Alors, vous êtes bien là et vous n'avez pas envie qu'on chuchote sur votre compte. Elle a rougi, l'air réprimandé. Bien sûr. Puis-je vous aider à trouver quelque chose? J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai dit, j'ai besoin de livres sur l'abus de faiblesse sur personnes âgées, l'usurpation d'identité et l'utilisation frauduleuse de procuration. Elle n'a plus posé de questions après ça. Je suis partie avec 4 livres épais, un sentiment de direction renouvelé et un feu dans la poitrine que je n'avais pas ressenti depuis des années. En rentrant, il y avait un message vocal de Théo. Mamie. Salut. Maman panique un peu. Elle a dit qu'il y a eu des problèmes avec la banque. Elle m'a dit de ne pas t'appeler, mais je ne sais pas. Toute cette histoire me semble bizarre. Juste, si tu vas bien, tu peux me le faire savoir? C'était la première fois que j'entendais le doute dans sa voix. Je ne l'ai pas rappelé. Pas encore. Mais j'ai sauvegardé le message. Puis j'ai ouvert l'un des livres de la bibliothèque et j'ai commencé à lire. L'introduction était simple. La plupart des abus financiers sur les personnes âgées sont commis par des membres de la famille. Ils comptent sur le silence. Ils comptent sur la honte. Ils comptent sur le fait que vous ne ferez rien. Ils avaient fait le mauvais pari avec moi. Le palais de justice était plus froid que dans mon souvenir. Ou peut-être que j'étais juste plus vieille maintenant. Quoi qu'il en soit, le froid m'a suivi dans la salle d'audience. Un espace simple avec des murs beiges, des chaises en plastique et une table en bois usé où les vérités étaient censées être séparées des mensonges. Maître Durand était assis à côté de moi, calme comme toujours. Il avait tout préparé, documents, dépositions, copies de chaque action frauduleuse que Marion avait entreprise en mon nom. De l'autre côté de la salle était assise une femme de l'état civil, représentant la municipalité. Elle n'était pas l'ennemie. Elle était juste la gardienne des registres. Mais je sentais qu'elle ne savait pas trop quoi faire de moi. Une femme morte assise bien droite au tribunal. La requérante demande l'annulation d'une déclaration de décès erronée,
a lu la greffière à voix haute. Le juge, un homme pâle aux paupières tombantes mais à la voix étonnamment douce, a baissé les yeux depuis son estrade. Madame Girard, a-t-il dit, vous avez soumis une preuve d'identité, une attestation médicale, un témoignage direct. Franchement, c'est le cas de non-décès le mieux documenté que j'ai jamais vu. Un léger rire a parcouru la salle. Même la représentante de l'état civil a esquissé un sourire. J'en rirais, ai-je dit, s'il n'avait pas fallu 8 semaines pour convaincre les gens que j'existais encore. Il a hoché la tête. J'ai lu le dossier. C'est troublant. Il s'est tourné vers la femme de l'état civil. Et l'acte original? Elle a fait glisser une copie sur la table. Déposée le 18 février par la déclarante, Marion Dubois, en vertu d'une procuration, qui est maintenant révoquée, a ajouté maître Durand. Le juge a étudié le papier un moment, puis m'a regardé de nouveau. Souhaitez-vous faire une déclaration, Madame Girard? Je me suis levée. Mes genoux me faisaient mal, mais ma voix n'a pas tremblé. Ma fille m'a déclarée morte, ai-je dit. Pas parce que j'étais malade. Pas parce qu'elle était en deuil. Mais parce que je la dérangeais. Parce qu'elle voulait ce que j'avais avant que j'aie la décence d'arrêter de respirer. La salle était silencieuse. Elle a utilisé ce mensonge pour vider mes comptes, transférer mon bail, prendre le contrôle de mes factures et m'effacer des systèmes qui reconnaissaient autrefois que j'étais là. Elle n'a pas seulement rempli un formulaire. Elle a fait un choix. Un long choix délibéré. Et j'ai passé chaque jour depuis à prouver quelque chose qui n'aurait jamais dû avoir besoin de preuves. J'ai fait une pause. Je ne suis pas ici pour la pitié. Je suis ici pour récupérer mon nom. Le juge a tapoté son stylo contre la table. Requête acceptée, a-t-il dit. Que le procès-verbal indique qu'Hélène Evelyne Girard est légalement vivante. Son statut doit être rétabli dans toutes les agences de l'État dans les 5 jours ouvrables. Il a levé les yeux. Nous vous souhaitons un bon retour parmi les vivants, Madame Girard. Je me suis rassise lentement. Mon cœur était calme, mais mes doigts étaient froids. Dehors, maître Durand a souri alors que nous sortions au soleil. C'est une bataille de gagner. Une, ai-je convenu. Nous avons marché quelques pas en silence. Et maintenant? A-t-il demandé. Je veux porter plainte, ai-je dit. Que le procureur de la République voie ce qu'elle a fait. Il a hoché la tête. Nous soumettrons tout, mais soyez prête. Cela peut prendre du temps. J'ai le temps, ai-je dit. Et si je n'en ai pas, je ferai du bruit jusqu'à ce que quelqu'un écoute. De retour à la maison, le téléphone a sonné. C'était Théo. Mamie. Sa voix s'est brisée. Maman panique. Elle dit que tu es allée au tribunal. Que des gens posent des questions. Elle dit que tu essaies de la ruiner. Je n'essaie pas, ai-je dit. Je réussis. Silence. Puis, elle a vraiment fait tout ça. Elle a déposé mon acte de décès, ai-je dit. Dis-moi, Théo. Que as-tu pensé qu'il s'était passé quand j'ai arrêté de répondre, alors que les virements continuaient d'arriver? Il n'a pas parlé. As-tu vraiment cru que j'étais partie? Ai-je demandé doucement. Je ne sais pas, a-t-il murmuré. Si, tu sais, ai-je dit. Tu ne voulais juste pas demander. Un autre silence. Je suis désolée. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne le croyais pas, mais parce qu'il était trop tôt pour savoir si « désolé » serait suffisant. Il a ajouté « Est-ce que je peux venir te voir ?» J'ai hésité. Pas encore. Puis j'ai raccroché et je suis restée près de la fenêtre, à regarder les arbres se balancer dans la lumière de l'après-midi. Le monde continuait de tourner, et j'étais toujours là pour le voir. Elle ne s'attendait pas à me voir à sa porte. Je l'ai vue dans ses yeux au moment où elle a ouvert. Une lueur d'incrédulité, puis de panique, puis quelque chose de plus difficile à nommer. Pas de la culpabilité, pas de la peur. Juste la conscience brute et cuisante d'avoir été prise. « Maman », a dit Marion, sa voix plus fine que dans mon souvenir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'ai pas répondu. Je me tenais sur le paillasson de la maison même que mon argent avait aidé à acheter. La maison à 2 étages en bardage blanc, avec les jardinières en pierre qu'elle n'arrosait jamais, une nouvelle voiture dans l'allée, un panier suspendu près du porche. Tout était impeccable, tout était organisé, tout était à moi. Elle a reculé, hésitante. « Tu veux entrer ?» Je suis entrée sans demander. L'intérieur était pire que ce que j'avais imaginé. Pas parce que c'était en désordre. Ce n'était pas le cas.
C'était immaculé, froid, pâle, parfait comme dans un magazine. Mais partout où je regardais, je voyais quelque chose de pris. Le fauteuil en cuir du bureau d'Arthur. Mon plaid en laine bleue du salon. Même le bocal en verre où je gardais des bâtons de cannelle, maintenant rempli de lavande, posé à côté d'une cuisinière à gaz sur laquelle je n'avais jamais cuisiné. Elle m'observait, les bras croisés, comme si elle ne savait pas si elle devait se défendre ou défendre ses meubles. « Je ne pensais pas que tu voudrais de ces choses, a-t-elle dit. Je ne voulais juste pas que ça se perde. Ce n'était pas à toi de les prendre. Tu étais parti, a-t-elle dit sèchement. Tu ne répondais pas. Les voisins ont dit que tu n'étais pas sorti depuis des semaines. Tu as déposé un acte de décès, ai-je dit. Tu as dit au gouvernement que j'étais morte. Tu as transféré mes comptes. Tu as détourné mes pensions. Tu as transféré mon bail, retiré mon nom des dossiers et commencé à vider ma maison. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Non, ai-je dit. Tu pensais que ça se passerait en silence. Elle s'est dirigée vers la cuisine, me faisant signe de la suivre, comme si la géographie des plans de travail et des tasses à café pouvait rendre cette conversation normale. J'avais des difficultés. D'accord. Les frais de scolarité de Théo, le prêt immobilier. Tu avais le choix, ai-je dit. Tu en avais une douzaine. Tu aurais pu demander. Tu aurais pu dire la vérité. Mais à la place, tu m'as planté un couteau dans le dos et tu as appelé ça une nécessité. Je ne savais pas comment m'arrêter, a-t-elle murmuré. Ça, je te crois. Nous sommes restés en silence. Seul le bourdonnement du réfrigérateur entre nous. Où est-il, ai-je demandé. Théo. À la fac, a-t-elle dit. Pourquoi? J'ai secoué la tête. Il m'a appelé. Il sait. Marion s'est détournée, s'agrippant au bord du comptoir. Ses jointures étaient blanches. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu m'as enterré, ai-je dit. Tu n'as pas seulement volé. Tu as essayé de m'effacer. Et c'était la vérité qui flottait dans l'air entre nous, plus lourde qu'une accusation, plus permanente qu'une déception. Elle s'est retournée pour me faire face. Tu vas porter plainte. C'est déjà fait. Elle a cligné des yeux. Je ne suis pas ici pour te demander ta permission, ai-je dit. Je suis ici pour voir ce que tu as fait. De mes propres yeux. De mon vivant. Elle a regardé autour d'elle la maison, les objets, le silence. Et puis elle l'a dit. J'en avais marre d'attendre. Ce n'était pas cruel. Ce n'était pas crié. C'était juste honnête. Marre d'attendre que je m'efface, que je donne, que je parte. J'ai hoché la tête une fois. Puis je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte et je suis sortie sur le perron. Le ciel était couvert. Les arbres étaient immobiles. Et moi, je me sentais légère. Non pas parce que justice avait été faite, mais parce que j'avais enfin cessé de prétendre qu'elle était quelqu'un qu'elle n'était pas. Et cessé de prétendre que j'étais quelqu'un qui méritait ça. Je n'ai pas dit un mot quand Théo a ouvert la porte. Il se tenait là dans son sweat à capuche froissée et son vieux jogging, l'air plus vieux que dans mon souvenir, mais aussi plus jeune. La façon dont la culpabilité peut vous vieillir d'un côté et vous mettre à nu de l'autre. Mamie, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Il s'est écarté. L'appartement sentait les nouilles instantanées et la lessive. Des posters au mur, un panier à linge dans un coin. Sa vie en morceaux comme tous les appartements d'étudiants, à moitié construite, encore incertaine. Je ne savais pas que tu venais, a-t-il dit en tripotant la manche de son sweat. Maman n'a pas dit. Je ne suis pas venu la voir. Il a cligné des yeux. Elle n'est pas là. Je sais. Il m'a regardé m'asseoir sur le bord du futon usé. Le genre qui s'affaisse peu importe comment on ajuste les coussins. Il s'est assis en face de moi, les coudes sur les genoux, la tête baissée comme un garçon attendant une punition. Je ne pensais pas que tu étais vraiment parti, a-t-il dit après un moment. Mais maman a dit, je ne sais pas. Elle a fait comme si c'était peut-être mieux pour toi, que tu ne voulais pas qu'on te dérange, que tout était réglé. Elle a dit à l'état que j'étais morte, ai-je répondu. Elle a pris tout ce que j'avais. Son visage s'est crispé. Elle m'a dit de ne pas poser de questions, a-t-il murmuré. Elle a dit que le deuil poussait les gens à juger injustement. Je l'ai regardé attentivement. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant? Il a croisé mon regard. Je pense que j'aurais dû venir chez toi.
Je pense que j'aurais dû frapper à ta porte, peu importe ce qu'elle disait. Je n'ai pas hoché la tête. Je ne lui ai pas pardonné. Mais j'ai écouté. Il a sorti quelque chose de son sac à dos. Une petite boîte emballée dans du papier craft. Je suis passé chez toi il y a quelques semaines, a-t-il dit. Je n'ai pas frappé. J'ai juste laissé ça sur le perron. Je me suis dit que peut-être tu le verrais. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvait une minuscule grenouille en céramique, ébréchée, peinte de manière inégale. Un projet scolaire vieux de plusieurs années. Tu la gardais près de la fenêtre de la cuisine, a-t-il dit. Tu disais que c'était ton porte-bonheur. Je me souviens. Je l'ai trouvée dans une boîte, a-t-il dit, dans le garage de maman. Elle triait ce qu'elle appelait les vieilleries. Il a grincé des dents à ses propres mots. Je suis désolé, a-t-il murmuré. La grenouille reposait dans ma paume, réchauffée par ma peau. Je ne sais pas quoi faire, a-t-il ajouté. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas, ai-je dit. Certaines choses ne se réparent pas. Il a dégluti. Mais tu peux arrêter de faire semblant, ai-je ajouté. C'est par là que ça commence. Il a hoché lentement la tête. Je n'ai jamais voulu qu'elle fasse ce qu'elle a fait, a-t-il dit. Mais je ne l'ai pas arrêtée non plus. Et ça, c'est quelque chose que tu devras porter, ai-je dit. Le silence est retombé. Pas froid, mais immobile. Il a demandé, tu la détestes? Je ne sais pas ce que je ressens, ai-je dit. Avant, je l'aimais tellement que je ne voyais pas qui elle était devenue. Et maintenant, je vois clairement. Il a baissé les yeux sur ses chaussures. Je veux te revoir, a-t-il dit, même si ce n'est pas pareil. Je me suis levé lentement, posant la grenouille sur son rebord de fenêtre. On verra, ai-je dit. Alors que je me dirigeais vers la porte, il s'est levé aussi, maladroit, silencieux. Je t'appellerai, a-t-il dit. Si tu le fais, ai-je répondu. N'attends pas que je sois morte la prochaine fois. Et puis je suis partie. Le bureau du directeur de la banque était plus lumineux que ce à quoi je m'attendais. De grandes fenêtres, des fleurs fraîches, un bol de bonbons à la menthe sur le bureau. L'homme derrière, Richard Bernier, portait un costume gris impeccable et un sourire nerveux. Il s'est levé quand je suis entrée, la main tendue. Madame Girard, veuillez vous asseoir. Je me suis assise, posant un nouveau dossier devant moi. J'ai reçu la confirmation du tribunal, a-t-il dit. Vous êtes maintenant légalement rétabli dans tous les systèmes. Je suis sincèrement désolé pour tout ce qui s'est passé. Vous avez approuvé les transferts, ai-je dit doucement. Vous avez laissé quelqu'un d'autre vider plus de 70 000 € de mes comptes. Il s'est agité. Nous avons agi sur la base des documents fournis à l'époque. L'acte de décès, la procuration. Cette procuration est maintenant nulle et non avenue, ai-je dit. Et je veux que chaque centime soit tracé, chaque transaction, chaque compte à mon nom ou lié à mon nom soit examiné. Nous avons déjà commencé l'audit, a-t-il dit. Une partie de l'argent a été déplacée sur un compte joint avec le fils de Madame Dubois. Une autre a été utilisée pour des achats directs. Nous déposons un signalement pour fraude auprès de notre service juridique et assisterons les forces de l'ordre si nécessaire. Bien. Je crois comprendre également que vous souhaitez ouvrir un nouveau compte. J'ai fait glisser un document sur le bureau. Une assurance vie au nom d'Héloïse Martin. Il a cligné des yeux. Héloïse. La petite fille d'une amie. Elle étudie pour devenir assistante sociale. Je la connais depuis sa naissance. Ce n'est pas de mon sang, c'est probablement pour ça que je lui fais encore confiance. Il a pris les papiers, les a parcourus. Vous la désignez comme bénéficiaire. Oui. Et je veux que tous les dépôts futurs soient redirigés vers ce compte. Pension, retraite, ce qu'il reste des économies. Je peux m'en occuper. Je l'ai regardé. Assurez-vous que personne ne puisse jamais plus y toucher. Pas d'accès conjoint, pas de demande, pas de substitution. Son hochement de tête fut rapide. Bien sûr. Je me suis penchée en arrière, regardant la douce lumière du soleil jouer sur le bois poli de son bureau. Je venais ici une fois par mois, ai-je dit. Assise juste là, dans la salle d'attente. J'apportais des biscuits parfois. Marion disait toujours que le personnel était si gentil. Elle aimait avoir son nom sur les relevés. Richard n'a pas répondu. Je lui ai trop donné, ai-je dit. Et maintenant, je le donne à quelqu'un d'autre. Pas parce qu'elle l'a demandé,
mais parce qu'elle n'a jamais essayé de prendre. Il avait l'air presque honteux. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Appelez-moi quand la paperasse sera prête, ai-je dit. Ce sera suffisant. De retour à la maison, j'ai ouvert le placard du couloir et j'ai sorti la vieille valise qu'Arthur utilisait pour ses voyages d'affaires. Je n'y avais pas touché depuis son décès. À l'intérieur se trouvaient maintenant tous mes papiers, l'acte de décès, estampillé annulé, l'ordonnance du tribunal, les rapports d'audit, une copie de mon nouveau contrat d'assurance vie. Et par-dessus, j'ai placé la photo d'Arthur et moi de notre 30e anniversaire. Celle où nous dansons dans le jardin, pieds nus sur l'herbe. Ce n'était pas un trésor de guerre, mais c'était une preuve. La preuve que je m'étais battue. Cette nuit-là, j'ai dormi sans verrouiller la porte. Non pas par négligence, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur que quelqu'un entre et prenne ce qui était à moi. Il ne restait plus grand-chose. Mais ce qui restait était vraiment à moi, à nouveau. C'est Franck qui m'a apporté le journal. Il n'a pas frappé, il est entré comme il le faisait toujours, tenant les pages pliées comme si elles étaient brûlantes. « Il faut que vous voyiez ça », a-t-il dit. J'étais dans la cuisine en train de couper des poires. Le couteau s'est immobilisé en l'air. Il a posé le journal sur la table. Première page. Déclarée morte par sa fille, une retraitée se bat et obtient gain de cause. Il y avait une photo aussi. Une petite. Graineuse. Moi. Sortant du palais de justice la semaine dernière. Les yeux plissés par le soleil. Mon gilet pris dans le vent. J'ai lu les premières lignes à voix haute. Hélène Girard, 78 ans, a été légalement déclarée morte plus tôt cette année par sa propre fille. Aujourd'hui, elle est vivante et demande justice. Franck s'est assis en face de moi. Ils ont interviewé quelqu'un au tribunal, a-t-il dit. Un greffier, peut-être. Ils ne vous ont pas cité directement, mais l'histoire est assez claire. J'ai continué à lire. L'affaire a attiré l'attention sur un problème croissant à l'échelle nationale, l'exploitation financière des personnes âgées par des membres de leur famille. Hélène Girard, bibliothécaire à la retraite, a vu ses pensions suspendues, ses comptes en banque vidés et sa maison menacée. Tout cela sur la base d'un acte de décès falsifié soumis par sa fille, Marion Dubois, en vertu d'une procuration. Il me croyait partie, a déclaré Madame Girard au tribunal. Mais j'étais juste silencieuse. Ce n'est pas la même chose. Je n'avais pas dit ces mots, pas exactement comme ça. Mais j'ai reconnu la vérité qu'ils contenaient. Il demande un commentaire, a dit Franck. De votre part. Je n'en donnerai pas. Vous êtes sûr? Je n'ai pas fait ça pour être dans les journaux. Il a hoché la tête. Mais je ne pouvais pas nier ce qui s'agitait en moi en lisant ces lignes. Pas de la fierté, pas du triomphe. Quelque chose de plus calme. Comme être vu après avoir été trop longtemps dans l'ombre. Le téléphone a sonné. Franck a haussé les sourcils. Vous voulez que je vais répondre. C'était le journal. Une journaliste nommée Gina. Elle était polie, mesurée, clairement prudente pour ne pas ressembler à un vautour. Je voulais vérifier certains faits, a-t-elle dit. Votre rétablissement de statut, l'affaire de fraude, les poursuites envisagées, tout est exact. Seriez-vous prête à parler officiellement? Non, ai-je dit. Mais je vais vous donner un message. Elle a attendu. Dites-leur que je suis vivante, ai-je dit. Dites-leur que le silence n'est pas une capitulation. Et dites-leur que certaines femmes s'affûtent avec l'âge, elles ne s'adoucissent pas. Elle a marqué une pause, puis a dit « Puis-je imprimer ça ?» Vous l'avez déjà fait, ai-je répondu, et j'ai raccroché. Plus tard dans l'après-midi, Franck est revenu avec un deuxième exemplaire du journal. Je me suis dit que vous en voudriez un qui ne soit pas froissé. Je l'ai glissé dans le même dossier avec les papiers du tribunal et la grenouille de Théo. Un jour, quelqu'un ouvrira peut-être ce dossier et se demandera quel genre de femme j'étais. Ils n'auront pas besoin de deviner. Ils verront ce que j'ai fait quand ils ont essayé de m'effacer. Et peut-être, juste peut-être, ils se souviendront de ne pas rester silencieux. La plainte a été déposée 2 semaines plus tard. Je n'ai pas reçu d'appel de Marion. Pas de lettre, pas de coup à la porte. Mais je n'en avais pas besoin. J'ai su le moment où j'ai vu l'enveloppe du bureau du procureur de la République dans ma boîte aux lettres. Franck taillait les haies à côté quand je l'ai ouverte. « C'est ça ?» a-t-il demandé, essuyant la sueur de son front. J'ai hoché la tête. Ils poursuivent pour abus de faiblesse et faux et usage de faux.
2 délits. Il a sifflé doucement. Ça ne va pas lui plaire. Non, ai-je dit. Mais je n'ai pas aimé être morte. Je me suis assise sur le perron et j'ai relu la lettre. Il y avait quelque chose de formel, presque froid, dans la façon dont il l'énonçait. Le ministère public contre Marion Dubois. Mais ce n'était pas froid pour moi. C'était personnel. Ça l'avait toujours été. On lui avait donné une date d'audience, une comparution, et si cela allait jusqu'au procès, la possibilité d'une condamnation. Elle n'irait pas en prison. Peu probable. Mais il y aurait un casier, une marque, une preuve. Je ne me sentais pas vengée. Je me sentais triste. Triste que l'on en soit arrivé là. Triste que la petite fille qui s'agrippait à mes jupes pendant les orages soit devenue quelqu'un qui pouvait mentir avec une telle facilité, qui pouvait m'enterrer pour un prix. J'ai préparé une théière et je suis restée assise avec le silence pendant un long moment. Puis je lui ai écrit une lettre. Je n'avais pas l'intention de l'envoyer, mais j'avais besoin de l'écrire. Marion, tu n'as pas seulement volé de l'argent. Tu as volé la forme de ma vie. Tu es entrée dans les pièces que j'ai construites et tu te les as appropriées. Tu as pris le silence pour de la faiblesse. Tu as parié que mon amour durerait plus longtemps que ta conscience. Et peut-être que d'une certaine manière, tu avais raison. J'ai donné plus que je n'aurais dû. Pas parce que tu demandais, mais parce que je voulais y croire. Je voulais croire que tu étais toujours la petite fille qui me tressait les cheveux et pleurait devant les films tristes. Tu ne le es plus, et je l'ai accepté. Mais voici ce que tu n'as pas effacé. Je suis toujours là, toujours debout, respirant toujours dans cette petite maison. Avec sa marche de travers et ses rideaux jaunes. Tu as vidé des tiroirs, mais tu ne m'as pas vidé, moi. Tu n'y arriveras jamais. J'espère que tu réfléchiras à ce que tu as fait. J'espère que ça t'empêchera de dormir parfois, comme ça m'a empêché de dormir pendant des mois. Mais plus que tout, j'espère qu'un jour tu diras la vérité. Pas au tribunal, pas à moi. À toi-même. Parce que ce sera la première chose honnête depuis très longtemps. J'ai plié la lettre et l'ai placée à l'arrière de mon carnet. Puis je suis sortie, j'ai arrosé le rosier qu'Arthur avait planté il y a 30 ans, et je me suis assise sur les marches. La brise était chaude. Un rouge-gorge picorait quelque chose près du trottoir. Et je me suis permis de penser, non pas à ce qui avait été pris, mais à ce qui restait. Mon nom, mon histoire, mon souffle au matin. C'était suffisant. Je n'ai pas assisté à l'audience. Maître Durand y est allé à ma place avec un dossier épais comme une brique. Relevé bancaire, déclaration sous serment, déposition, chronologie. Il m'a appelé après la fin. Elle a plaidé coupable, a-t-il dit. Pour les 2 délits. Le tribunal a accepté. Qu'est-ce que ça signifie pour elle? Pas de prison ferme. Du sursis, une mise à l'épreuve, et une ordonnance de restitution. Elle devra rembourser une partie. Pas tout, mais quelque chose. J'ai hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas le voir. Elle n'a pas parlé au tribunal, a-t-il ajouté. Pas un mot. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine, la lampe basse et la fenêtre ouverte, laissant entrer l'air d'été. J'ai sorti le vieux carnet noir, celui que j'avais commencé il y a des mois quand j'avais découvert que j'étais décédée. La page intitulée Ce dont je suis certaine était toujours là. 1. Je suis vivante. 2. Quelqu'un ment. 3. Je ne me laisserai pas effacer. J'ai ajouté une 4e ligne. 4. Ils se sont trompés sur moi. Ils pensaient que je ne me battrais pas. Que l'âge ramollissait la colonne vertébrale. Que l'amour pouvait être utilisé comme une corde pour attacher quelqu'un, puis s'en aller avec ses affaires. Mais j'ai appris ceci, le calme n'est pas la même chose que la faiblesse. L'immobilité n'est pas une capitulation. Le lendemain matin, j'ai pris le bus pour aller en ville. J'ai marché jusqu'au bureau de poste où tout a commencé, l'endroit où une jeune employée avait regardé un écran et m'avait dit que j'étais morte. Elle était de nouveau là. Elle a levé les yeux et a cligné des yeux. « Oh » a-t-elle dit. « C'est vous. » J'ai souri. « C'est bien moi. » Elle a rougi. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. Vous faisiez juste votre travail, ai-je dit. Ce n'était pas de votre faute. Elle a fait une pause. Vous avez l'air différente. Je me sens différente. Avant de partir, j'ai posté une seule lettre. Pas à Marion, pas au tribunal. À moi-même. C'était la lettre que j'avais écrite des mois auparavant, pliée et scellée maintenant, avec les mots « à conserver » écrits de ma propre main. Parfois,
On oublie le chemin parcouru. Et parfois, on a besoin d'un rappel, d'un petit caillou blanc pour retrouver son chemin vers soi. Sur le chemin du retour, je suis passée devant la boutique de fleurs de Lucie. Elle m'a vue à travers la vitrine et m'a fait signe d'entrer. « Vous avez encore fait les gros titres », a-t-elle dit en me tendant une coupure de presse. C'était une courte chronique, pas un scandale, juste un commentaire. L'abus de faiblesse est une réalité, mais la résilience aussi. Mon nom n'y figurait même pas. Pourtant, j'ai souri. « Je n'arrête pas de penser à tout ce que vous avez traversé », a-t-elle dit. « Et vous êtes toujours là, toujours debout, toujours entière. » Pas le même morceau, ai-je dit. Mais oui, toujours là. Alors que je partais, elle m'a arrêté. « Hélène, a-t-elle demandé, si vous pouviez dire une chose à quelqu'un qui traverse la même chose, ce serait quoi ?» J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai dit, « N'attendez pas d'être sauvé. Sauvez-vous vous-même. » Et c'est ce que je veux que vous sachiez. Si vous lisez encore, si vous avez déjà été considérée comme acquise, rejetée, réduite au silence, n'attendez pas que quelqu'un vienne arranger les choses. Commencez à marcher. Commencez à demander. Commencez à écrire. Ils essaieront peut-être de vous rayer de l'histoire, mais c'est à vous de répondre. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si elle vous a fait vous sentir vue, ou forte, ou simplement moins seule, alors partagez-la. Laissez un commentaire. Faites-la passer. Pas pour moi. Pour la prochaine femme. Celle qui vient de réaliser qu'ils ont essayé de l'enterrer, et ont oublié qu'elle était une graine.